Bonjour à tous et à toutes. Merci, messieurs et mesdames les organisateurs de ce congrès, de nous convier à présenter quelques mots sur la responsabilité. C'est très dur de commencer par la responsabilité, mais ce que j'ai noté et qui m'importe beaucoup, c'est que votre congrès est centré sur la notion d'éthique. Et je souhaite parler et présenter avec Maître le Prêtre cette question de responsabilité au sens de l'éthique, de la recherche éthique autour de cette notion. Il y a plusieurs façons de parler de la responsabilité et de travailler autour de la responsabilité. Ce qu'il faut, à mon sens, c'est rechercher derrière les questions de responsabilité comment on améliore la qualité, comment on évite que ça se reproduise, cet accident ou cet incident dont on va traiter, et avoir ainsi une recherche pour le patient du bien agir, c'est de l'éthique. Voilà, donc vous m'avez présenté comme avocate, c'est gentil, mais vu mon âge, je suis désormais honoraire. C'est-à-dire que j'ai arrêté et Maître le Prêtre a repris mon activité de droit de la santé. Donc c'est pour ça que nous intervenons toutes les deux, puisqu'elle est bien plus au fait que moi maintenant de la jurisprudence actuelle. Alors, pour vous parler de la responsabilité en quelques minutes, c'est un challenge, donc on s'est posé la question de comment réussir cette épreuve. Et pour cela, on vous propose de partir d'un cas qui a été jugé, qui concerne effectivement la réanimation, et voir ainsi comment la responsabilité peut être présentée autour de ce cas, pour ensuite vous parler, et ça fera un tremplin vers la suite de votre journée, la prévention par rapport à ce cas. Alors cette étude de cas, un petit peu ancienne, c'est une décision d'une cour administrative d'appel de Marseille, de 2012. Pourquoi si ancien? Mais parce que je dois dire qu'il n'y a pas énormément de cas de responsabilité recherchée dans la réanimation. La réanimation, il y en a beaucoup plus en anesthésie, mais en réanimation en tant que telle, il y en a peu, et donc nous avons cherché un cas qui pouvait être suffisamment parlant. Donc, les faits qui sont étudiés. On a un accident de la voie publique, motocyclette, ce monsieur. Alors, vous avez les noms parce que c'est un arrêt et qu'il est publié. Donc, on a les noms des parties, que ce soit le patient ou l'établissement. Donc, ce patient est polytraumatisé, il est hospitalisé au service des urgences. Il s'agit de l'hôpital de Bastia en 2001. Il a été intubé en orotrachéal en raison d'une détresse respiratoire. Il a passé ensuite un scanner, et c'est là que se pose le problème. Au cours de la réalisation de ce scanner, il a été extubé accidentellement. On tente de le réintuber, cela s'avère impossible, et pendant ce temps, il présente un arrêt cardiovasculaire hypoxémique et une trachéotomie en urgence doit être réalisée. Bien sûr, cet accident entraîne des conséquences graves, puisqu'il présente des lésions neurologiques irréversibles, et il décède dans cet état végétatif quelques jours ou quelques semaines après. J'ai un problème sur le passage des diapos. Essayez avec ça. Ah oui, j'ai un souci sur mon diaporama. Je vais l'arrêter, je vais voir pourquoi. Voilà, c'est bizarre. Bon. Donc, diaporama, je reprends en espérant que ça passera normalement. Donc, les faits étant présentés, le dossier est introduit devant la justice et la justice administrative, puisqu'on est dans un hôpital public, et un rapport d'expertise est déposé suite à la nomination d'un expert par le tribunal dans un premier temps. Et qu'est-ce que dit l'expert? Il dit que la cause de l'état végétatif de la victime, qui a perduré jusqu'au décès, est liée à un œdème cérébral apparu du fait de l'accident cardio-respiratoire provoqué par l'extubation accidentelle. Que l'hypoxie cérébrale qui est survenue du fait de cet arrêt cardio-respiratoire lors de l'extubation accidentelle a été probablement prolongée de plus de 15 minutes le temps que le neurochirurgien vienne et pratique une trachéotomie. Et l'expert, qu'est-ce qu'il en retire comme élément important pour le tribunal et puis ensuite pour la Cour? Que l'expert indique que le guide des bonnes pratiques
prévoit qu'un patient traumatisé, lorsqu'il est accompagné au scanner, doit être accompagné au scanner par un médecin réanimateur ou un urgentiste, dès lors que le radiologue n'est pas supposé savoir réintuber. Alors, je continue le rapport d'expertise. Qu'est-ce que nous dit aussi l'expert? Il nous dit que le médecin réanimateur ou l'urgentiste n'est pas nommément identifié dans le dossier médical. Il est peut-être venu, mais il n'est pas identifié et il n'y a aucun compte-rendu dans le dossier de l'extubation, donc cet événement que l'expert considère comme majeur dans le dossier. Une lettre a été adressée par le centre hospitalier, dans laquelle, adressée au tribunal dans un premier temps, à la cour ensuite, à l'expert, présentée à l'expert, qui indiquait qu'au moment des faits, un médecin réanimateur serait resté présent aux côtés du patient pendant tout l'examen. Que retient la Cour à la suite de ce rapport d'expertise et des faits qui ont été présentés et des pièces, bien sûr, analysées? L'arrêt relève que l'absence de surveillance du patient pendant le scanner constitue une faute à l'origine d'une perte de chance de survie. On ne peut pas faire le lien précis et exact, mais une perte de chance de survie du patient. Et s'agissant d'une perte de chance, comme la faute réelle et directe, elle est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier. Et donc, le centre hospitalier a été condamné à indemniser les conséquences auprès des ayants droit, des conséquences de cet accident. Alors, il faut analyser les responsabilités. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, pour les responsabilités, en fonction du cas qui vient d'être exposé par Maître Regnoux, vous avez plusieurs types de responsabilités qu'on va étudier très rapidement. Vous avez la responsabilité civile qui concerne davantage l'établissement. Vous avez la responsabilité pénale qui vous concerne directement en tant que praticien. Vous avez la responsabilité ordinale et la responsabilité disciplinaire. Donc pour revenir sur cette responsabilité civile qui est exposée au tableau, la responsabilité civile, c'est une responsabilité qui est intentée directement devant les juridictions et qui est le cas du cas qu'on vous a soumis, qui est intentée dans le but de faire reconnaître la responsabilité de l'établissement pour indemniser les ayants droit dans la situation ou les victimes lorsque le patient est encore en vie. C'est une responsabilité qui est celle de l'établissement et non des praticiens comme vous, qui est recherchée parce qu'en réalité, on recherche la responsabilité de celui qui est le plus solvable, parce que c'est une responsabilité qui est indemnitaire. Donc, comme vous le voyez, cette responsabilité est par principe une responsabilité pour faute qui résulte du Code de la santé publique. Et pour engager cette responsabilité, vous devez avoir à la fois une faute, à la fois un préjudice. Donc, dans la situation qui est exposée, vous avez l'absence de traçabilité et l'absence de surveillance qui sont des manquements et donc des fautes. Vous avez le décès comme préjudice, et vous devez avoir un lien de causalité entre cette faute et le préjudice, ce qui est le cas en l'espèce, puisque l'expert qui a été désigné par le tribunal est venu dire que ces deux éléments étaient à l'origine du décès du patient. Donc, tout ça pour vous dire que cette responsabilité civile, elle est endossée par l'établissement. C'est l'assureur de l'établissement qui est amené à indemniser la victime ou les ayants droit de la victime. Donc ça, c'est quelque chose qui concerne vraiment l'établissement. Si maintenant on s'attache à cette responsabilité pénale, qui est la responsabilité, je dirais, la plus dangereuse pour l'ensemble d'entre vous. La responsabilité pénale, c'est une responsabilité qui est personnelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas couverte par une assurance de responsabilité civile professionnelle et elle n'est pas couverte par l'établissement. Chacun est responsable de sa propre responsabilité pénale. Cette responsabilité pénale, elle est initiée par un dépôt de plainte en gendarmerie, devant les services de police ou devant directement le procureur de la République. L'initiative passe toujours par ce biais-là. Elle est conditionnée à l'existence d'une infraction pénale qui doit être prévue par le Code pénal. Il n'y a pas de condamnation sans texte. Il faut une infraction pénale. Et dans le cas qui vous est soumis, on est sur un homicide involontaire, sachant qu'en matière de responsabilité médicale, on l'a souvent vu avec Maître Regnoux pour avoir accompagné un certain nombre de vos confrères,
Il y a également l'infraction de mise en danger délibérée de la vie d'autrui à la suite d'un manquement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité. C'est une responsabilité qui est dangereuse parce que vous allez être auditionné, vous allez être potentiellement mis en examen et surtout, c'est à vous de vous expliquer. C'est souvent ce que je répète à mes étudiants quand je les forme dans les années de médecine ou dans les circuits un peu parallèles. Je leur dis, quand vous souscrivez une assurance pour votre véhicule et que vous avez un accident avec un tiers, c'est votre assurance qui va indemniser les conséquences de cet accident. En revanche, avec votre véhicule, vous êtes sur la route à 150 km/h sur l'autoroute, c'est vous qui allez payer l'amende et c'est vous qui allez avoir un retrait de perte de points sur votre permis. C'est tout ça pour vous dire que la responsabilité pénale, c'est la plus dangereuse pour vous parce que c'est vous qui allez éventuellement être condamné à de la prison avec sursis et c'est vous qui allez devoir payer l'amende à l'État. Et là, l'assurance n'entre plus en jeu. Donc c'est pour ça que cette responsabilité-là, c'est la plus dangereuse et c'est la plus désagréable pour les professionnels de santé. S'agissant maintenant de la responsabilité ordinale, alors vous, en tant qu'agent public, en tant que praticien hospitalier, vous avez une mise en cause qui est possible, mais assez limitée. Malgré tout, vous bénéficiez d'une certaine immunité parce qu'un patient ne peut pas directement déposer une plainte contre vous devant l'ordre des médecins. Cette procédure ne peut être initiée que par un ministre, un préfet, le directeur général de l'ARS, l'ordre lui-même ou le procureur de la République, sauf pour les actes qui sont détachables de votre activité de praticien hospitalier, mais en tout cas, c'est cette procédure-là, et il faut avoir à l'idée que ces différentes responsabilités peuvent avoir des conséquences sur l'une ou l'autre, parce que vous voyez dans la situation que Maître Regnoux vous a exposée, on peut très bien avoir une déclaration d'événement indésirable grave eu égard à ce qui s'est passé, sauf que cette déclaration d'événement indésirable grave est transmise à l'ARS, et de cette transmission, l'ARS peut décider de saisir l'ordre des médecins dans le cadre que je vous ai exposé. Donc, il faut avoir à l'idée qu'il existe aussi cette responsabilité ordinale. Et enfin, la responsabilité disciplinaire, c'est celle de votre hiérarchie. C'est votre hiérarchie qui vient vous dire, écoutez, dans ce cas de figure, devant cette absence de traçabilité, devant cette absence de surveillance, moi, autorité hiérarchique, je viens sanctionner mon agent public, mon praticien hospitalier, eu égard au manquement qu'il a pu faire. Donc voilà un petit peu les différents types de responsabilités. Vous voyez qu'elles ne sont pas vraiment scindées, elles peuvent toutes être introduites en même temps. La responsabilité pénale étant la plus dangereuse pour vous et pour accompagner un certain nombre de professionnels de santé et d'établissements, c'est vraiment la plus difficile humainement. Mais néanmoins, elles existent, il faut les avoir en tête. Et fort heureusement, vous bénéficiez, vous, en tant qu'agent public et praticien hospitalier, de la protection fonctionnelle, qui est une protection qui est prévue par le Code général de la fonction publique et qui vous permet d'avoir un soutien de la part de votre administration, de la part de votre hiérarchie, lorsque vous êtes victime de violences, d'injures, de diffamation, de harcèlement, etc. Ou alors quand votre responsabilité pénale est engagée. Dans ce cas-là, bien sûr, ce que je vous ai expliqué, l'établissement ne peut pas aller répondre de ces agissements à votre place, mais par contre, l'établissement, par le biais de cette protection fonctionnelle, va vous apporter un soutien en réglant une partie des honoraires d'avocat. Donc, ce qui n'est pas négligeable. Et cette protection fonctionnelle, elle couvre quand même beaucoup de situations, à part, comme toutes les responsabilités, la faute qui serait personnelle et détachable du service, c'est-à-dire la faute où vous êtes en dehors de vos heures de service, on avait eu la situation d'une personne, d'un praticien qui était venu et qui avait agressé avec un couteau un de ses collègues. Bon, voilà, on considère que c'est plus dans le cadre de son service, donc naturellement, la protection fonctionnelle ne peut pas intervenir. Maintenant que nous avons vu ces protections, ces responsabilités, etc., Maître Regnoux va terminer par comment on fait pour prévenir justement tout ce contentieux juridique. Merci. Oui, alors j'entends le brouhaha dans la salle et je comprends. Ce qu'on vient de vous dire, c'est pas rassurant, mais heureusement, il n'y a pas toujours de responsabilité pénale engagée à chaque fois qu'il y a un problème, mais c'est vrai que dans ma carrière, j'ai eu, et Maître Leprêtre également aujourd'hui, à défendre plusieurs médecins, plusieurs infirmiers, plusieurs sages-femmes, etc., au niveau pénal, et c'est vrai que c'est une épreuve redoutable. Donc, c'est intéressant de se tourner vers la prévention, parce que derrière le cas que je vous ai présenté,
il y a une nécessaire, en tout cas une utile réflexion en termes de prévention. Et c'est la meilleure protection. Ce n'est pas l'assureur qui est la meilleure protection, il est obligatoire l'assureur, mais la meilleure protection, c'est la prévention. C'est-à-dire de se poser les questions de ce qui aurait dû être mis en œuvre dans ce dossier. Alors, on fait une analyse très succincte, bien sûr, il nous faudrait beaucoup plus de temps, mais vous avez noté dans la présentation du cas et surtout du rapport d'expertise que l'expert a relevé qu'il n'y avait pas de traçabilité dans le dossier. C'est un point très important. La traçabilité, à quelque niveau que l'on se situe, là on parle des problèmes liés à vos actes de réanimation, mais hier je faisais une formation sur le circuit du médicament en EHPAD, on a parlé aussi de la traçabilité, parce que c'est essentiel. Ce n'est pas un travail qui, j'entends parler souvent de paperasserie, non, ça fait partie de la prise en charge, et c'est là que j'y mets une dose d'éthique. Quel sens on donne à cette traçabilité? Eh bien là, bien sûr que ça aurait permis de défendre l'établissement, mais ça aurait peut-être aussi permis de rassurer la famille sur la façon dont la prise en charge du patient décédé a été faite. La présence de ce réanimateur que le centre hospitalier indiquait à l'expert dans une lettre, il est tout à fait dommage qu'elle n'ait pas été indiquée dans le dossier avec l'identification, ce qui aurait permis sans aucun doute de vérifier la réalité pendant la réalisation de cet examen. Ça aurait dû être tracé. Cette lettre qui a été donnée a posteriori, elle n'a rien changé. Elle n'a pas amené ni la Cour, mais surtout ni l'expert, qui, je vous rappelle, est un médecin, à changer d'avis. Et le compte-rendu de l'extubation, bien, il n'y en avait rien. Et ça, c'est aussi un élément qui a manqué cruellement dans l'analyse du dossier et qui aurait peut-être permis de voir les choses différemment. On a l'habitude de dire « non tracé, non fait ». Et c'est la position des experts. Il aurait fallu aussi, alors là c'est à la suite de l'accident, hein, comme vous le savez, il y a deux manières d'approcher la gestion des risques. Quand on parle de prévention, on parle de gestion des risques, a priori ou a posteriori. Là, on le fait a posteriori, l'accident est arrivé, mais on peut aussi se poser les questions, quelle réflexion on aurait pu avoir sur nos pratiques en dehors même de l'arrivée de tout accident? Et si je compare hier encore avec ce que j'ai fait, il n'y avait pas eu d'accident dans les établissements qui étaient devant moi, mais alors des dysfonctionnements, il y en avait partout. Donc il y avait potentiellement toujours un accident derrière. Donc ici, il aurait fallu se poser la question. Quand on accompagne au scanner un patient traumatisé dans une situation très délicate sur le plan de sa stabilité, il aurait fallu se poser la question de l'accompagnement par un médecin, notamment réanimateur, mais aussi le médecin qui pouvait prendre des dispositions dans l'urgence lorsque le radiologue ne pouvait pas lui-même faire le travail. Et puis, un accident comme celui-là, n'oublions pas, Maître Leprêtre l'a évoqué, c'est un événement indésirable grave, c'est un signalement obligatoire de la part de l'établissement, mais aussi de tout professionnel de santé qui en est témoin, devant le directeur général de l'ARS, hein, tout événement inattendu au regard de l'état de santé, de la pathologie ou de la pathologie de la personne, et qui entraîne notamment ici un décès, on est en plein dans la définition réglementaire, mais aussi légale, puisque c'est la loi qui a prévu ces événements indésirables graves, mais qui entre dans la définition donnée par le décret qui résulte du texte que je vous ai affiché et qui doit faire l'objet de ce signalement obligatoire. Donc, voilà, très très rapidement brossé, bien sûr, hein, en quelques minutes, mais tout cela demande un travail vraiment important et je pense que dans le reste de votre journée, vous aurez en tête ce début un peu désagréable d'approche de la responsabilité pour vous dire que vraiment tout ce que vous allez travailler est d'une importance capitale pour prévenir ces accidents. Je vous remercie. Merci. Donc, merci mesdames pour ce topo qui était vraiment très intéressant sur la prévention. Notamment, on va ouvrir en fait 10 minutes en fait de questions-réponses à nos. Vous pouvez peut-être venir nous rejoindre, voilà. Voilà, vous saisir de micro et on va pouvoir répondre en fait aux questions des personnes qui sont dans la salle. En attendant une question, oui, alors très bien. Alors, j'ai une question concernant la déclaration d'un événement indésirable grave. C'est une déclaration qui est anonymisée, non ?
Hein, donc, parce que là, normalement, alors bien sûr, quand très vite le lien va être fait, j'imagine par l'ARS, il y a une telle déclaration de cet événement, mais voilà, c'est quand même une déclaration qui est anonyme parce que là, ça ne donne pas du tout envie de déclarer des événements indésirables graves du coup. En disant si je déclare un événement indésirable grave, que ça va à l'ARS et ensuite que ça remonte à l'ordre, autant se taire. Donc moi, je suis pour évidemment la déclaration des événements indésirables graves, c'est quand même l'objet de mon topo, donc je pense qu'il faut quand même rappeler que c'est anonyme. Alors, pas nécessairement, justement. J'ai eu la situation il y a quelques semaines, donc c'était pas dans un établissement, dans un centre hospitalier, mais c'était un EHPAD public où on a eu une difficulté avec un agent, une infirmière qui a fait une perfusion en l'absence de prescription médicale. On a fait une déclaration d'événement indésirable grave eu égard à l'état de santé de la résidente et l'ARS a appelé l'ordre pour les informer de cette situation, parce que l'ARS, justement, nous a sollicité pour demander le nom de l'infirmière qui avait fait cette perfusion. Mais est-ce qu'elle était en droit de le faire d'après le Oui, en fait, on a le droit de... le signalement à l'ARS n'est pas anonyme, c'est ensuite l'ARS qui, elle, rend des comptes à l'HAS, pardon. Dans ce cas-là, à partir, en fait, du circuit de l'établissement jusqu'à l'ARS, ça n'est pas anonymisé, mais ensuite, de ce que l'ARS en fait, ça devient anonyme. Okay. Merci à vous. Et puis c'est obligatoire. Donc la question, voilà, on peut bien se poser des questions, mais c'est obligatoire. Pardon, excusez-moi, je me permets d'intervenir en tant que coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins et aussi premier, on va dire, déclarant en lien avec les équipes à l'ARS de ces événements. Les événements indésirables graves, c'est un circuit, effectivement, qui est un circuit lié à la gestion des risques et non, effectivement, qui n'est pas en lien en fait avec les procédures juridiques. Donc du coup, on est vraiment dans une procédure de gestion des risques, c'est-à-dire d'apprentissage de nos erreurs. Ce qui est attendu par l'ARS, c'est qu'on envoie très rapidement en fait une chronologie des faits et dans les 3 mois qu'on envoie en fait une analyse et un plan d'action. Ce plan d'action, quand on envoie nos données, elles doivent être anonymisées. Donc il n'y a pas de nom qui figure en fait dans les données qui sont envoyées en fait à l'ARS. L'ARS, en fait, compile ces données, les fournit ensuite à l'HAS, ça lui permet à l'HAS de produire des recommandations nationales de bonnes pratiques. Donc, on n'est pas dans un circuit, effectivement, en lien avec les tribunaux, et puis, effectivement, la commission d'indemnisation. On est vraiment dans un circuit, dans une procédure de gestion des risques, voilà, pour vous rassurer. En attendant, je voulais poser une autre question, le problème de la traçabilité de l'information délivrée ou au patient quand il est compétent ou à son ayant droit ou la personne de confiance ou de référence, comme on dit, si le patient n'a pas été dans la capacité d'en désigner une avant. Quel est là aussi l'impact, entre guillemets, à vos yeux ? La traçabilité de l'information, ça a été mon cheval de bataille pendant toute ma carrière, je crois. Depuis la loi de 2002, je me suis battue pour introduire cette notion de traçabilité de l'information. Je dois dire que j'ai toujours eu beaucoup de mal à faire passer ça. Et pour tout dire, j'en trouve très très peu. En tout cas, quand j'examinais les dossiers, je trouvais très peu de traçabilité d'information. Ça ne veut pas dire que l'information n'a pas été donnée. Mais pour prouver que l'information a été effectivement donnée, et je vous rappelle que c'est aux professionnels de santé, notamment aux médecins, de prouver que l'information a été donnée. S'il n'y a pas de traçabilité, on est dans l'impasse. Et l'expert, là encore, il sera obligé de dire, et je l'ai vu X fois, où se trouve la preuve de votre information. Et encore une fois, ce n'est pas le fameux consentement éclairé qui est souvent sollicité, qui remplace l'information et la trace de la qualité de l'information donnée. Bonjour. Dans votre présentation, vous parlez d'un guide des bonnes pratiques qui dit qu'un patient... Est-ce que vous pouvez vous présenter au fur et à mesure ? Excusez-moi. Je suis infirmier en réanimation à AMI. Vous parlez d'un guide des bonnes pratiques dans votre présentation. Et en fait, j'imagine que le patient soit traumatisé ou pas, le fait qu'il soit intubé nécessitait qu'un médecin suive. Est-ce que le guide des bonnes pratiques, c'est quelque chose... une procédure d'établissement, ou est-ce que c'est un protocole qui doit être mis en place? Parce que si le protocole ne précise pas que le médecin doit accompagner, est-ce que le tribunal peut dire mais le guide des bonnes pratiques dit que, même si le protocole n'en parle pas?
Alors, je me suis posé la même question que vous en travaillant ce dossier, enfin ce cas. Parce que je me suis dit, mais c'est quoi ce guide de bonne pratique dont fait état l'expert? Malheureusement, il n'y avait pas d'informations complémentaires dans l'arrêt que nous avions comme base de travail. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Cela étant, il devait quand même avoir une certaine importance puisque l'expert l'a retenu et que la Cour a bien validé le fait que, effectivement, sur cette base, on pouvait s'interroger sur la qualité de la prise en charge. Les bonnes pratiques, c'est vrai qu'en principe, ce sont des bonnes pratiques prévues notamment par la Haute Autorité de Santé. Alors, quand ce sont des bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé, là, elles sont opposables parce que le Conseil d'État a rendu un arrêt il y a quelques années qui le confirme. Donc, effectivement, et puis ensuite, il peut y avoir les procédures, les protocoles, les procédures qui sont mises en place dans l'établissement, dans le cadre de la gestion des risques et de l'amélioration des pratiques. Et là, c'est opposable aussi. Mais effectivement, je reconnais que votre question est tout à fait justifiée parce que moi aussi, je me suis posé cette question. Merci. On prend ce qu'on appelle la permanence de soins. Le lundi à 3 h du matin, le dimanche à 11 h du matin, il n'y a que urgentiste ou réanimateur qui est présent à l'hôpital et qui doit répondre aux problèmes d'urgence vitale ou autres. Donc j'ai en charge 10, 15, 20, 25, 30 lits de réanimation. Et on m'appelle à l'autre bout de l'hôpital pour un malade qui ne va pas bien. Je laisse mes malades dans l'insécurité totale. Et puis j'ai un malade qui s'extupe, qui meurt. Et donc ça nous prend au nez à chaque fois. Et là, il n'y a pas de guide de bonne pratique, hein. C'est la vraie vie. Ça, c'est effectivement le travail d'amélioration de l'organisation, des pratiques, et qui se heurte parfois aux difficultés et aux moyens. Vous savez, moi, parallèlement, je suis administratrice d'une grosse structure médico-sociale. 600 enfants pris en charge. Donc, je sais ce que sont les problèmes d'organisation dans les établissements et de difficultés des professionnels lorsqu'on n'a pas les professionnels qui ont la compétence donnée pour tel problème qui se présente. Donc après, c'est un travail sur comment on améliore, et je dis sous le couvert, bien sûr, des gens qui sont bien plus compétents que moi sur le terrain. C'est sous l'angle de l'amélioration continue de la qualité, la gestion des risques par rapport aux situations qui pourraient se présenter. Mais je dois vous dire, et je pense que tout le monde le dira dans cette salle, que le risque zéro n'existe pas et qu'on ne peut pas couvrir tous les risques. Alors, ce sera la dernière question pour essayer de respecter le temps. Merci. Bonjour, Pauline Rocher, infirmière en réanimation polyvalente au Puy-en-Velay. J'ai une petite question toujours par rapport au transport des patients, donc scanner, IRM, etc., qu'on accompagne très souvent. Effectivement, un médecin est censé être présent, j'entends parler un réanimateur. Malheureusement, très souvent dans les faits, c'est plus un interne qui nous accompagne. Est-ce qu'on est dans les clous? Si l'interne a la possibilité d'intervenir et s'il a la délégation pour ce faire et que dans l'organisation interne du service, c'est bien prévu que l'interne pourrait effectivement intervenir, bon, mais je crois que ça mérite une certaine réflexion sur la capacité effectivement à intervenir dans le cas similaire à celui qu'on a présenté. Et là, je laisse plutôt aux médecins vous répondre. Normalement, si on prend par analogie le cas des docteurs juniors, qui sont déjà donc des internes, mais matures, la responsabilité revient au médecin qui sont sécuritaires, sont garants. Et ce n'est pas le docteur junior qui va être responsable s'il n'arrive pas à exécuter un acte. C'est-à-dire l'intervention du docteur junior se fait sous la responsabilité du praticien qui est, je dirais, en astreinte derrière lui. Et ça, les textes sont clairs là-dessus. On a récemment interrogé l'Ordre national des médecins pour quelle est la possibilité d'un docteur junior de donner des avis éthiques en limitation et arrêt des thérapeutiques comme consultant extérieur. La réponse est impossible, ils n'ont pas le droit.
on leur a posé la question, et là on est en dehors des clous, c'est-à-dire que si ce dossier tombe sous un problème juridique, on va tomber sur un homicide involontaire et une faute possiblement détachable du service. Si inversement c'est une participation à un essai thérapeutique, il ne peut pas signer le consentement, mais il peut le solliciter. Et tout ça est très bien décliné, je dirais. C'est un hasard, hein, parce que j'ai été confronté à ce problème. Je me suis tourné vers ma direction qui n'était pas en mesure de répondre, vers l'ordre départemental qui n'était pas en mesure de répondre. Mes collègues des autres spécialités, apparemment, n'avaient pas soulevé le problème. Et je suis remonté jusqu'à l'Ordre national des médecins qui m'a répondu au bout de 2 mois par son service juridique. Et je pense que c'est important de savoir que non, si vous envoyez un interne sur une intervention au scanner qui a une auto-extubation et qui a un accident, c'est le praticien qui est derrière l'interne, entre guillemets, en filigrane, qui sera retenu, fût-ce un docteur junior. Je me permets de dire ça, mais... Vous avez raison, entièrement. Votre contrôle, mais Voilà, moi, c'est ce que je viens de dire. Moi, je disais, est-ce qu'il peut le faire sur le plan de sa compétence, sa capacité, de son expérience? Mais c'est vrai que sous la responsabilité de celui qui répond de sa responsabilité. Alors, on va devoir clôturer cette première intervention et ces échanges voilà, qui nous laissent un peu sur notre...